Encore une fois, merci d'être venu à cette conférence de presse que la FRAPP ainsi que les membres démissionnaires du comité ad hoc ont organisé aujourd'hui. Nous pensons que les enjeux sont importants et que l'heure est enfin venue pour que le Conseil scolaire Centre-Nord prenne ses responsabilités. Nous avons convoqué cette conférence de presse pour les raisons suivantes. Donc la première, c'est corriger les fausses perceptions créées par les propos de la présidente du comité ad hoc lors des entrevues qu'elle a données après la démission des membres clés du comité. Donc, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que ce sont les initiatives de FRAPP, Francophonie albertaine plurielle, qui ont conduit le Conseil à mettre en place le comité ad hoc. C'est également la pression que cet organisme exerce sur le Conseil qui fait qu'aujourd'hui, on embauche comme tout récemment, la semaine dernière, on a dû embaucher pour la première fois un membre issu de la communauté immigrante à l'école La Découverte comme directeur d'école. Donc, l'autre raison pour laquelle on appelle cette conférence, c'est que pour préciser la contribution des membres démissionnaires et d'autres membres du comité ad hoc, en effet, la présidente du comité s'est indûment attribué tout ce qui a été fait dans ce comité. Il s'est attribué la paternité du travail qui a été fait, donc il fallait qu'on le souligne. Nous sommes aussi là pour dénoncer la banalisation des propos du directeur à l'endroit des communautés issues de la nouvelle immigration, notamment originaires d'Afrique noire. Oui, nous sommes là pour dénoncer ces propos irresponsables et irrespectueux qui sous-tendent tout un système de valeurs sur le mépris de tout un pan de la communauté. Nous sommes là également pour dénoncer et condamner l'attitude arrogante et méprisante du Conseil scolaire Centre-Nord qui établit les règles de jeu et ne se gêne pas de les changer ou de ne pas les respecter. Je parle bien entendu de l'entente qui a été prise dès le début du comité ad hoc de prendre les résolutions par consensus. Et à partir du moment où des acteurs clés ont quitté le comité, normalement il n'y avait plus de consensus et donc plus de recommandations valables. Voici donc les points qui nous permettent de mettre cette discussion en contexte. Maintenant, permettez-moi de vous exposer le bilan critique du comité ad hoc du Conseil scolaire Centre-Nord sur l'immigration professionnelle des nouveaux immigrants. Donc, le Conseil scolaire a été forcé de s'intéresser au dossier de l'intégration professionnelle. Il y a eu une rencontre en juin 2014, grâce à une pétition organisée par les parents qui formeront la FRAPP, qui a mobilisé rapidement les immigrants, qui donnait aussi suite à des démarches faites dans le passé pour changer une situation de disproportion, vu que les candidats à l'enseignement étaient issus des mêmes programmes à l'Université Saint-Jean. Malgré cela, les gens du Conseil scolaire Centre-Nord évoquent plusieurs raisons pour essayer d'arrêter la démarche. L'incompétence des candidats immigrants, peur des parents d'origine, peur des parents albertains d'enlever leurs enfants des écoles si jamais ils ont des enseignants d'origine immigrante, l'incapacité de ces enseignants de gérer une salle de classe, etc., etc. L'accord d'une deuxième rencontre prévue dès septembre entre les deux parties, c'est-à-dire le Conseil scolaire et puis la FRAPP, n'a pas été respecté. Elle a été remplacée unilatéralement par la décision du Conseil scolaire de former un comité ad hoc avec échéances précises et limitées. Sous l'égide de celui-ci, les membres du dit comité seraient choisis par le seul Conseil. Dès la première réunion, dont l'ordre du jour proposé par le Conseil scolaire Centre-Nord annonçait déjà les stratégies du Conseil, soit d'épuiser les membres par des détours d'études et de détails pour éloigner le sujet. Le procès verbal qui devait prendre la forme d'un communiqué avalisé par le comité avait été publié et qui devait être publié a signalé la partialité du secrétaire qui interprétait les discussions, résolutions comme il entendait.
quelques membres, dont les représentants de la FRAPP, donc moi, Jeanne Lehmann, et une finissante de Maurice Lavallée, Mati Moulumba, et puis aussi M. Ibrahim Karidio, qui représente Gabriel Roy, et puis un représentant du centre d'accueil d'établissement, qui est dans le professeur Paulin Mulatrice, ont bataillé ferme pour qu'on produise des documents sans altérer les décisions prises par consensus. Ces mêmes membres ont aussi proposé qu'une personne représentant la communauté d'accueil soit associée au comité pour changer la configuration de ce comité qui donnait l'impression de mettre en face seulement deux protagonistes, c'est-à-dire les nouveaux arrivants et le conseil scolaire Centre-Nord. À 2 séances de la fin prévue des rencontres, au moment où les discussions commençaient à devenir intéressantes, au moment d'entrer dans le fond, le secrétaire du comité ad hoc, M. Lemire, a soumis un document de travail, plan de travail, inspiré de ce qui se fait en Ontario en matière d'intégration professionnelle. Il demande que ce document soit adopté séance tenante, ce qui fut rejeté et reporté à la réunion suivante. À la même session, 3 membres du comité, Lehmann pour la FRAPP, Mulatrice pour le conseil, pour le centre d'accueil et d'établissement, et McMahon, qui représentait la communauté d'accueil, ont proposé une solution alternative, un document de principe de base sur lequel le conseil scolaire serait tenu de fonder ses politiques, processus et pratiques pour le recrutement et l'intégration. Cette proposition est reportée à la réunion suivante qui a lieu le 21 avril dernier. C'est l'article 4 de celle-ci qu'un comité, cet article disait donc qu'un comité exécutif soit créé au conseil scolaire Centre-Nord pour veiller au recrutement du personnel qui a suscité le déplaisir du secrétaire qui en a décrié l'illégalité vis-à-vis des statuts du conseil et l'illégitimité dans un conseil scolaire. Est-ce qu'on peut vraiment continuer avec le conseil actuel? Est-ce qu'on peut vraiment continuer avec le directeur général actuel pour le bien de la francophonie albertaine au complet? Je n'ai pas de réponse, mais je vous laisse avec cette question. Je vous remercie beaucoup de me laisser quelques minutes. Monsieur Parisien n'a en fait pas posé de questions. Il a tout simplement essayé de nous brosser une situation qui existe avec Gabriel Roy, les parents de Gabriel Roy. On sait que en fait, ce qu'on dit, c'est les méthodes de fonctionnement du conseil qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions unilatéralement sans se douter, sans penser aux enfants, et puis aussi, ils s'en foutent des parents. Donc c'est ça se reflète en fait, c'est ce que M. Parisien essaye de dire. Je suis Ibrahim Karidio, membre démissionnaire du comité ad hoc, et aussi président du conseil des parents de l'école publique Gabriel Roy, président de l'association Niger-Canada Sahel. Ce que je voudrais signaler, je crois que le conseil scolaire et francophone, Centre-Nord, est encore figé sur une politique très ancienne. Ils ont besoin d'une vision rassembleuse, une vision unificatrice. Ils ont besoin d'une direction moderne qui englobe la diversité, l'inclusion et qui voit au-delà de ce qui était au passé. Et pour l'instant, ce qu'on remarque, aussi bien le conseil que la direction générale n'ont pas encore embrassé cette vision novatrice, cette vision de progrès, ce dynamisme de rassemblement. On voit que ce que la division, et ce n'est qu'on n'arrive pas à créer le consensus, aussi bien au niveau de l'intégration professionnelle que de la façon dont les enfants sont traités. On a besoin d'une vision qui priorise ce qui nous unit, c'est le français, c'est la francophonie, et on a besoin d'une vision, une politique claire qui met en priorité les enfants. Et quand on voit des enfants dans les écoles publiques qui n'ont même pas de moyens, qui n'ont même pas de classe, qui n'ont rien, n'ont aucune ressource, et qu'on voit les enfants dans les autres écoles qui ont tout ce qu'il faudrait, au moins ce qu'ils ont plus,
Donc c'est là qu'il faut commencer. Il faut commencer à avoir une direction et un conseil apte à vraiment faire bouger ce conseil et ce système au-delà de ce qui était dans le 19e siècle ou 20e siècle. Et s'il faut changer les personnes pour que cela arrive, ben, tant mieux. Parce que si les personnes qui sont là ne sont pas capables de se reformer, de s'adapter à la nouvelle donne, je crois qu'il faudrait trouver, c'est la responsabilité de nous tous, du Conseil, de tout le monde, d'essayer de mettre les gens et les moyens qu'il faudrait pour faire de cette Conseil de la francophonie plus pluriel et plus dynamique et moderne. Il y a des talents qui sont là, mais qu'on n'utilise pas ces talents. Il y a des enfants qui sont là qu'on est en train de perdre. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est intégrer tout ce monde. Non seulement il faudrait les intégrer les parents, il faudrait trouver des moyens. Et ce conseil n'a pas cette politique, cette vision. Quels sont les moyens? Comprenez que nous n'allons pas certainement vous dévoiler ce qu'on va faire à la suite de ça, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas en rester là. Peut-être que le Conseil a eu l'habitude de prendre ses décisions, de faire tout ce qu'il voulait, mais en ce moment, la frappe à la communauté derrière elle, et cette communauté voudrait qu'on agisse. Donc, on a commencé, on a initié le comité, et on a vu que ça nous a mené nulle part. La prochaine étape, ce qu'on voit aussi, ce que le Conseil essaye de faire, ils se font tout calme, tout petit, là, pour qu'on oublie. Mais nous, on va continuer. C'est-à-dire que ça, on vous a appelé aujourd'hui pour une conférence de presse. On va avoir d'autres actions qui vont suivre et on va aller jusqu'au bout. S'il faut même qu'on aille voir de manière légale, on ira jusque-là. Donc, ce n'est pas du tout une situation qui va s'arrêter aujourd'hui ou demain. On vous informera le moment venu. J'aimerais rajouter que le monsieur, Maître Ndolo, vous avez vraiment mis le doigt sur le problème. Il faudrait des changements. Je crois que dans le document ma collègue avait exposé, il y avait des suggestions pour essayer de promouvoir, d'améliorer la méthode ou les politiques de recrutement et de rétention du conseil scolaire. Et aussi, il y a des politiques comme M. Parisien vient d'indiquer qu'il y a une perception de manque d'équité, de manque de justice sociale, de manque de transparence au niveau même du conseil, et qu'il faudrait une équité dans cela, une parité de la représentation. Ça pourrait commencer. Évidemment, il faudrait trouver, je crois que comme elle l'avait suggéré, pour la politique de recrutement et le recrutement à la rétention, peut-être pour dans un premier temps avoir un comité exécutif indépendant, aussi bien de la direction, peut-être qu'il pourrait rapporter au conseil. Voilà. Il y a d'autres suggestions probablement. Merci. Tout d'abord, nous avons félicité et on était très contents d'avoir pour la première fois, ce monsieur a fait dans l'histoire pour la première fois, ici on a un directeur issu de l'immigration venant d'Afrique, on l'a félicité. Ce monsieur par ailleurs faisait partie du comité ad hoc, était parmi les membres qu'on a choisis qui étaient au comité ad hoc. Donc sans aucun doute, ce monsieur et puis aussi d'autres nominations. Vous allez remarquer que le conseil scolaire n'a jamais autant embauché des gens d'origine immigrantes africaines que depuis cette année scolaire. Maintenant, est-ce qu'il le fait? On se pose des questions. Est-ce qu'il le fait parce qu'il se dit qu'il y a une nécessité? Vu leur comportement, on doute fort que ce soit ça. C'est certainement la pression. Et donc, ils essayent de le faire. Ils essayent de recruter. Ça, c'est bien. On est très, très bien. On applaudit. Mais ce n'est pas que ce qu'on demande. Pour nous, il ne s'agit pas de saupoudrer, de colorier. Non. Pour nous, là, il faudrait qu'il y ait des règles claires. Parce que c'est ça qui nous a amené justement à avoir ce comité ad hoc.
Parce qu'on nous a dit que les gens n'étaient pas embauchés parce qu'ils n'étaient pas compétents. Alors, si ces gens ne sont pas compétents, quelles sont les compétences que vous voulez? Il faut donc que ces règles soient claires, comme ça, que ce soit la direction aujourd'hui ou celle qui va suivre, qui n'est plus là, on va pouvoir embaucher ces gens par rapport à leurs compétences. Donc ça, c'est vraiment là le problème. Ce n'est pas juste embaucher quelqu'un d'origine immigrante et puis voilà. Moi, c'est un mot qui me choque beaucoup parce que ce mot-là, j'ai l'impression que c'est un concept qui est fabriqué pour exclure les gens. La compétence devient... Parce que comment est-ce qu'on évalue cette compétence? Parce que la compétence, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on doit considérer seulement selon un versant par l'autre versant. C'est une compétence qui doit être évaluée communautairement. Elle concerne aussi bien la communauté d'accueil que les personnes qui arrivent. Parce qu'ici, il s'agit aussi de compétences culturelles. Et je ne pense pas que du fait de son origine, on soit doté de ça. Je ne pense pas que la communauté de souche est plus dotée en termes de compétences culturelles que ceux qui arrivent d'ailleurs. Et à partir du moment, comme on l'a mentionné, que les gens viennent d'une même institution, c'est une responsabilité collective qui concerne tout le monde, en fait, pour fabriquer ces compétences de telle façon que tout le monde soit inclus. Par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, je suis d'avis avec vous qu'on ne doit pas voir les solutions en cas par cas, c'est une solution globale. On peut nommer un directeur, ça on applaudit, je pense que c'est très bien. Mais quelles sont les procédures qui conduisent vers cette nomination? Et ce sont des procédures qu'on peut répéter à toute occasion, ce sont des procédures sélectives. Moi, c'est la question de base qu'on devrait aborder dans le comité, qu'on n'a pas abordé et qui m'a laissé impressionner en fait. Oui, madame. Vous parlez toujours d'inclusivité, mais dans vos documents, vous parlez toujours de préférence d'Afrique noire. Savez-vous la population, la grosse population de l'Afrique du Nord, européenne aussi, qui sont comme monsieur le Parisien a dit, ils sont, même s'ils sont catholiques de souche, mais qui ne pratiquent pas leur religion. Alors pourquoi vous mettez une préférence de l'Afrique noire quand vous parlez d'inclusion? Écoutez, madame, on n'a jamais, la frappe n'a jamais mis une préférence en parlant d'Afrique noire. Il s'avère que malheureusement, c'est ces personnes-là qui étaient les moins représentées dans des écoles, qui sont, en fait, on a vu, ce n'est que récemment, je vais vous donner des exemples concrets. À Gabriel Roy, pas Gabriel Roy, pardon, Joseph Moreau, j'avais mon fils qui était là-bas, aucun professeur d'origine africaine. À Maurice Lavallée, quand il est venu, là maintenant il n'y en avait aucun non plus. Donc en fait, le problème concernait ces personnes-là. Je vais vous rappeler aussi que la francophonie aujourd'hui est portée par l'Afrique noire en fait. Donc, il fait le grand peloton, c'est nous, c'est l'Afrique noire qui porte vraiment la francophonie. Mais la FRAPP se bat pour toute injustice. Et la FRAPP a deux missions, en fait. La première, ou bien une des missions, est de rapprocher les communautés. Donc, cette mission est là. Quand vous voyez la FRAPP, il n'y a pas que des gens d'Afrique noire qui y sont. Tout le monde y est et est bienvenu. Si vous voulez d'ailleurs venir aussi, nous sommes d'accord. Alors, il y a donc la FRAPP et à ce volet-là, et puis nous avons l'autre volet qui est donc celui pour l'intégration de ces personnes-là qui sont les plus vulnérables. Parce qu'en ce moment, que ce soit au niveau du conseil scolaire ou ailleurs, c'est ces personnes-là, en fait, qui ont plus de problèmes. Donc ce n'est pas du tout une préférence concernant les gens venant d'Afrique noire. Pardon? Ce ne devrait pas être écrit sur papier de préférence de l'Afrique noire. Je pense que si vous êtes inclusif, ça devrait dire l'Afrique en général, mais pas l'Afrique seulement idéalement. Très bien. Mais madame, encore une fois, c'est parce que c'est ces gens-là qui sont le plus vulnérables et qui n'étaient pas représentés dans des écoles. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait que... C'est pour ça qu'on essaye de faire que ces gens-là sont représentés. Nous sommes là. Nous, on ne fait pas de division. L'Afrique, vous savez, l'Afrique, il y a au Maghreb, il y a l'Afrique noire, il y a donc pour nous... et puis, pas que l'Afrique, il y a Haïti. Il y a aussi des gens, on a vu dernièrement, là, il y a eu une personne qui a été embauchée à Maurice Lavallée, d'origine de Haïti. Il y a Haïti, en fait, c'est des gens, comme on nous a appelés dernièrement, de couleur. Donc voilà, c'est ça, la réalité est là. Laissez-moi redire le mot de M. Lemire. Donc, c'est ces gens-là.
Et donc, c'est ça, on essaye d'essayer de les aider. Mais je voudrais quand même remercier la dame pour soulever un problème. Parce qu'effectivement, dans le comité qu'on était ad hoc, on ne voulait pas faire de distinction. Et ce que je dis, et j'insiste à dire, il faudrait qu'il y ait une inclusivité, une inclusion, peu importe ce qui nous divise, que ce soit la confessionnalité, la race, l'origine, la couleur. Mais on veut une inclusion. Et ce ne devrait pas être seulement l'Afrique noire, ce devrait être une inclusivité. Merci. Oui, mais... Je ne pose pas une question, juste un commentaire. Je ne sais la défense de personne, mais j'ai compris que les tests que vous avez publiés ne sont pas des statuts de frappe. Donc il serait faux de prétendre que les statuts de frappe constituent le président de l'Afrique noire. C'est pas ça. Les papiers qui sont sortis, c'est pour faire rapport d'une situation concrète. On a répondu à une question concrète, un fait concret qui a concerné particulièrement les gens d'Afrique noire. C'est pourquoi madame a parlé, c'est pour en parler. Mais tout simplement, il a appliqué un principe particulier. Il a généralisé, c'est cela qui est ce domaine. Merci. Merci, mais. Alors, j'ai dit qu'on ne peut pas redresser un arbre qui a vraiment pris son temps pour grandir. Alors, soit il faut le couper, ou bien soit l'arracher, puisqu'il a les racines sont très profondes. Et je pense que ça peut être aussi le cas des conseils scolaires. Et je pense que les conseils scolaires s'entraînent à rendre compte, je ne sais pas qui le rend compte. Pourquoi vous ne demanderiez pas aux personnes à qui ils rencontrent pour soit que le conseil scolaire change, ou bien qu'il démissionne. Ou bien aussi à grand réveil. Pourquoi au lieu de passer à côté, pourquoi vous ne feriez pas une pétition pour leur demander de démissionner comme vous l'avez fait, je crois, l'année passée? Oui, la pétition. Oui. Alors, au lieu de passer à côté. Merci. Mais écoutez, nous, on essaye d'inclure, on essaye de commencer d'abord à chercher pourquoi, de dialoguer, et c'est ça qu'on a pensé. Nous, on a pensé, peut-être naïvement, que la situation était tellement grave, tellement importante qu'il était nécessaire de dialoguer. Maintenant, si, comme on se rend compte, le Conseil ne veut pas du tout et continue à faire des choses comme il l'entend, eh bien, rien n'est exclu. Rien n'est exclu, tout est là. On prendra des actions qu'il faut pour qu'on puisse quand même avoir ce que nous avons annoncé là de fait. Christophe Daluman, de la communauté ivoirienne. J'ai une question pour la présidente. Juste après la conférence de presse, quelle sera votre action immédiate par rapport à cette situation qui a été évoquée? Eh bien, ce qu'on va faire après cette conférence de presse, on doit rendre compte à la communauté. Elle le sait, elle l'a entendu et tout. Nous avons justement le 30 mai, nous organisons une rencontre d'information avec nos communautés et nous allons discuter avec elles. La FRAP, comment nous agissons, en fait, moi je suis juste une humble représentante de cet organisme, mais j'ai plutôt la communauté derrière moi. Et la communauté étant là, nous allons en discuter et puis voir les actions qu'on va prendre par la suite. Mais notez bien, le 30, nous allons réunir la communauté pour leur expliquer ce qui s'est passé, comment et leur voir ce qu'ils voudraient les étapes qu'ils voudraient qu'on continue à comprendre. Donc, alors, oui. Bon, c'est une question à la présidente de la FAC, mais je dirais des actions à mener. Il y a plusieurs formes d'actions à mener. Les actions ne sont pas nécessairement seulement des actions non constructives. On a fait des critiques très constructives, on a fait des suggestions, on a utilisé les méthodes douces. Certainement, on est toujours partisan des méthodes qui permettent, si ce comité, ce conseil, sa direction peut se reformer, de se reformer. Malheureusement, ça fait déjà quelques années qu'on essaie et que ça n'arrive pas. Mais on est patient et on ne perd pas notre sang-froid. Et je pense qu'on leur donne encore une chance. Mais ce qui est clair, il faudrait
à lever, il faudrait améliorer les politiques de recrutement, de rétention. Il faudrait avoir une vision globale qui inclut tout le monde, une vision inclusive, aussi bien de la communauté d'accueil que des communautés qui viennent. Il faudrait éviter d'avoir cette situation où on a des citoyens de deuxième classe dans certaines écoles et des citoyens qui sont un peu plus nantis dans d'autres écoles. Il faudrait prioriser les enfants. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites et que nous allons faire. Et on espère que ce cri, au moins que le Conseil ou l'administration va saisir ce qu'on est en train de dire pour aussi appliquer. S'ils font des choses, moi je suis là à applaudir. Et tout ce qu'on veut, c'est les résultats. Il faut qu'il y ait des résultats vérifiables que nous pouvons mesurer et que nous pouvons suivre. Mais c'est tout ce qu'on veut. Et s'ils ne peuvent pas le faire, il faudrait qu'on ait un conseil. Mais dans tous les cas, il faudrait que le conseil soit, je dirais, équitable. Et sur ça, on fera tout ce qu'on pourra pour avoir l'équité de représentation. Et pour que le système public aussi soit prioritisé. Il n'y a aucune raison qu'un enfant qui vit au sud doit prendre 2 heures de bus pour aller à l'école le matin et 2 heures de bus pour revenir à la maison. Et on me dira qu'il n'y a pas de moyens, mais il y a des moyens, puisqu'on crée des nouvelles écoles. Pourquoi ne pas essayer de voir là où les problèmes se posent et les résoudre? Il y a des problèmes à résoudre et ce conseil doit s'ouvrir et essayer de faire. Est-ce que le travail est facile? On ne les a pas mis là-bas pour faire un travail facile, sinon tout le monde le ferait. Mais je pense qu'il est plus facile d'être équitable et juste que d'essayer de faire ce qu'il faut maintenant. Voilà un dossier auquel FRAPP va s'intéresser aussi là dans bientôt. Bonne question. Justement, le comité ad hoc, il faut comprendre que lorsqu'on a commencé, on avait dit, déjà le conseil avait proposé qu'on prenne des décisions par vote. Étant donné que c'est eux qui ont choisi tous les gens qui étaient au comité, et que, comme on vous a dit, le secrétaire était le directeur du conseil scolaire et tout. Donc nous leur avons dit, le comité a décidé que les décisions seraient prises par consensus. Et je me rappelle encore, nous avons posé la question au directeur, enfin la question au comité, et ils ont répondu que comme les décisions sont prises par consensus, si une personne s'oppose, si c'est vraiment une opposition ferme, eh bien le consensus n'existe plus. Donc ce qui fait que, comprenez que là il y a 4 actions, des membres clés de ce comité qui sont partis de là, du comité. Donc pas de consensus. Normalement, si on avait affaire à une institution qui respecte aussi ce qu'elle dit et les autres, c'est sûr que normalement ça devrait, le comité devait tout simplement s'arrêter, peut-être essayer de voir comment on peut peut-être revenir sur la table, puis à la table et continuer les négociations. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. Nous avons vu que dès que nous sommes partis, ils ont dit on va continuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 3 membres. 3 membres, donc une des membres, elle est venue une seule fois à notre rencontre. Et cette membre-là, elle fait partie, je crois que c'est un conseiller qui a donc une association, donc je ne sais pas moi, enfin, cette membre-là qui est venue, on ne sait pas trop comment. En tout cas, elle a assisté à une seule réunion. Donc elle est venue à la fin pour soi-disant émettre des recommandations. On a vu aussi que l'autre organisme qui est resté, c'est Africa Centre, qui est resté là, et un membre du conseil qui faisait partie du comité est un membre du conseil d'administration de cet organisme-là. Donc, et puis il y avait qui encore? Et puis celui qui vient d'être nommé directeur de l'école à la découverte. Donc voilà les 3 personnes avec qui le conseil scolaire Centre-Nord a fini par prendre les recommandations sur, je vous rappelle, les travaux que nous, on a présentés. Parce que je crois que vous l'avez là, vous allez voir, ça a été reporté quand ils disent que oui, on va avoir quelqu'un, on va recruter. C'est ce que nous avons présenté. Et c'est ça qui avait été rejeté, et complètement avec les mots que vous savez. Mais quand on est parti, tout de suite dans les médias, on s'est mis à dire que bon voilà, on a fait ci, on a fait ça. Donc, c'est ça. Donc, les recommandations, en principe, il n'y a pas de recommandations qui soient valides.
parce que les gens sont partis de conseil. Si je peux prendre une petite minute pour expliquer la situation. Le mois dernier, le Conseil a annulé sa réunion mensuelle, une réunion qui est ouverte au public, pour faire une réunion extraordinaire dont on n'a pas entendu parler, ils l'ont fait, c'était mystérieux. Évidemment, il y a toujours des excuses. Permettez-moi de douter de certaines excuses. Et puis, pendant cette réunion, nous, on avait notre spectacle à l'école Gabriel Roy. Les petits, de la maternelle à la 6e année, ont fait un superbe spectacle, c'était vraiment touchant. Et puis, pendant le spectacle, le conseil s'est réuni pour prendre une décision qui allait vraiment nous affecter. C'était la décision de nous déménager nos élèves de maternelle à 6e année de Gabriel Roy de notre belle école à l'école Saint-Kevin. Saint-Kevin, c'est une école prochainement désaffectée d'Edmonton catholique. Une décision qui a été prise sans consulter les parents. Absolument pas. Non seulement sans consulter les parents, sans consulter les directions d'école, ce qui, à ce que je comprenne, ne se fait pas dans les conseils scolaires. Du moins, ça ne se fait pas à Edmonton Public, ça ne se fait pas à Edmonton catholique. Ici, ça se fait, je ne sais pas pourquoi. Une décision d'une mauvaise foi, d'une bassesse, c'est incroyable. Moi, j'ai peine à me contenir, ça me dégoûte de savoir ce qu'ils ont fait, de savoir ce qu'ils ont fait derrière la grange, en coulisses, sans parler à personne. D'autant plus que c'est même pas une école primaire, Saint-Kevin. C'est une école secondaire. Il n'y a même pas de module de jeu pour les tout-petits. Donc moi, ma fille, elle a 8 ans. Quand elle ne veut pas faire ses devoirs, ben, je la chicane un peu. Quand mes élus scolaires et puis le directeur général qu'ils ont nommé ne font pas leur devoir, qu'est-ce que je fais? C'est incroyable. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rencontrer, les parents de Gabriel Roy, on va mettre de l'avant un plan d'attaque. Nous n'irons pas à Saint-Kevin. On ne va pas y aller. Ça, le conseil peut mettre ça dans sa pipe. On va tout simplement pas y aller. On va se battre bec et ongle. Ils ne vont pas nous enlever notre belle école avec un nouveau parc qui s'en vient, un parc qui va nous coûter 550 000 $. Et puis c'est ma femme qui dirige le comité du parc. Il commence la construction cet été. Puis le conseil, ben non, on s'en fout un peu. On vous l'a dit dans le passé qu'il pourrait y avoir un déménagement. Moi, je n'arrive pas chez nous un bon après-midi, puis je dis à ma femme, il y a 5 ans, on parlait d'aller en Australie, ben même si on n'a pas d'argent, j'ai acheté du billet, on y va. C'est pas comme ça que ça marche. Et puis nous, on va se lever, Claudine, je te le promets, on n'envoie pas nos enfants de la maternelle à la 6e année à Saint-Kevin. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. On n'a pas encore de plan précis, mais à partir de lundi, il va y en avoir un. Puis moi, je travaille en toute transparence. Moi, je ne travaille pas en coulisses. Vous voulez me poser une question? Moi, je me couche ce soir, j'ai la conscience tranquille. Est-ce que c'est le cas de tout le monde au Conseil scolaire Centre-Nord? Je sais pas. Il est toujours possible de former un comité qui peut être ad hoc ou pas pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir apporter des solutions à ces questions-là et puis pouvoir peut-être le soumettre. Ça, c'est pas exclu. On pourrait toujours le faire. Mais l'idéal aurait été qu'on soit avec le conseil scolaire, parce que le conseil scolaire, c'est eux qui travaillent, donc ils sont là avec ce qu'on voudrait. Les gens doivent comprendre ici, c'est pas du tout, la FRAP n'est pas contre quelqu'un ou contre une institution en général. Tout ce que nous voulons, c'est tout simplement qu'il y ait transparence, qu'il y ait des règles claires, qu'on respecte aussi les autres, et qu'on tienne compte que nous sommes là, nous avons des enfants qui sont dans ces écoles-là, nous payons nos impôts. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone, donc et il faut que justice soit faite. Tout le monde veut que la justice soit faite. Donc, nous, l'idéal serait vraiment qu'on puisse travailler, mais cette fois-ci, que le conseil scolaire qu'on puisse avoir un comité ad hoc où des gens qui seront vraiment là seront des gens à qui on va donner des moyens pour pouvoir travailler et pour arriver vraiment à quelque chose que le conseil va implémenter. Je réponds à votre question, mais je veux aussi dire ici, là, pour les journalistes, parce que nous avons entendu dire que, apparemment, ce que le Conseil n'a pas accepté, c'est que les membres du comité voulaient plutôt se mettre à la place du Conseil pour faire leur travail, c'est-à-dire pour mettre les politiques et tout en place. Ce n'est pas vrai, tout simplement.
c'est pas normal qu'ils se mettent à le dire, à colporter de telles choses. Parce que nous étions là depuis le début, on a toujours travaillé, on savait que c'est un comité qui prenait des résolutions qui après devaient être soumises au Conseil. Et c'est le Conseil donc qui allait les appliquer. Et nous avons demandé dès le début, on a demandé, est-ce que vous pensez que ces résolutions-là seront vraiment appliquées? On nous a dit qu'il y a eu des comités ad hoc qui se sont arrêtés en chemin. Je me rappelle très bien qu'on a dit, on espère que celui-ci ne s'arrêtera pas comme ça. Et on nous a dit non. Il y a le président du conseil qui siège ex officio, il y a la vice-présidente qui est là, il y a le directeur du conseil qui est là. Donc, normalement, ces résolutions-là devraient être appliquées. Donc, voilà, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Écoutez, vous savez, dans la vie, on fait des choix. Quelquefois, on ne peut pas dire que c'est facile. Je sais très bien que je vois très bien que les portes se ferment souvent et que je sais que je ne pourrais peut-être pas avoir, si je voulais, même si j'étais compétente n'importe comment, avoir certaines positions. Mais moi, ma passion là, ce qui me mène, ce qui me porte, c'est que, en fait, connaître cette francophonie plurielle, où tout le monde va être bien, où tous ces gens qui arrivent d'origine africaine, maghrébine, des gens qui arrivent de Haïti, partout, on peut apporter, qu'on soit vraiment ensemble, qu'on fasse, comment dire, qu'on soit un peu comme un modèle ici, là, en Alberta. Donc, moi, c'est ça qui me porte, donc je me bats pour ça. Pour le reste, vous savez, ma petite personne, c'est vraiment pas important. Si jamais j'avais même pas de boulot, je peux venir chez toi, j'aurai une soupe, je suis sûr. Donc, c'est pas un problème. Je dirais que, bon, mais avant ce qu'elle a dit, c'est important pour tout le monde. Tout celui qui est là, tous nous sommes qui sont là, on est plus ou moins engagés pour plus se faire voir et pour attaquer un problème. Donc ça a toujours une incidence ou une conséquence sur ce que nous faisons. Et ce qu'elle a dit est très importante. La globalité, l'ensemble, la communauté est beaucoup plus importante que la petite personne que nous sommes. Et c'est pourquoi, effectivement, quand nous voyons quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas correct, on devrait le dénoncer et essayer de le résoudre. Et concernant le comité ad hoc, il faudrait que cette comité ait un peu plus de crédibilité et de légitimité pour continuer son travail. Et quand moi j'ai vu que cette crédibilité est disparue, la légitimité n'est plus là, c'est pourquoi je me suis retiré de ça. Mais quel que soit ce qui va être fait, il faudrait qu'il y ait plus de crédibilité, plus de légitimité et plus de moyens pour pouvoir faire le travail. Et merci pour vous tous pour être là. Bien, merci beaucoup d'être venus. Comme j'ai dit au début, l'heure, vraiment, les gens, tout le monde, je sais que mon téléphone ne va pas arrêter de sonner, tous les gens s'excusant. Je sais que pour la communauté, vraiment, le sujet est important et les gens sont toujours là. Donc, merci d'avoir fait le déplacement et on se dit qu'on se voit certainement le 30. Et puis, la lutte continue. Vous nous avez expliqué pourquoi vous aviez arrêté votre travail avec le comité ad hoc. Aujourd'hui, vous demandez à ce que le leadership au conseil scolaire change. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qui doit changer? En fait, c'est ce que nous avons dit lors de la conférence de presse. On se rend compte qu'on est la face aux gens à un conseil, malheureusement, qui n'a pas, on ne sait pas s'ils n'ont pas les moyens ou s'ils ne peuvent pas tout simplement. Parce que nous l'avons vu lors même du travail du comité ad hoc, en fait, on demandait tout le temps au secrétaire du comité, qui est donc le directeur du conseil scolaire Centre-Nord. Et ce que nous avons dit lors de la conférence, c'est que, en fait, ce qu'il y a maintenant, tout le monde le voit, comment la population a changé, comment tous ces enfants-là qui viennent d'ailleurs sont dans nos écoles et tout. Si le conseil n'a pas encore saisi cette occasion, à défaut d'avoir une vision à long terme, il faut qu'il en tire des conséquences. Alors, quelles conséquences? Ah ben, vous savez, si vous n'êtes pas capable peut-être de faire quelque chose, vous n'allez pas rester là à continuer à le faire. Il va falloir vraiment que... On sait que le conseil est élu, c'est vrai, les élections arrivent, mais l'honnêteté serait que peut-être le conseil tire ses conséquences. Ou s'il y a quelque chose d'autre qui l'empêche de travailler, qu'il prenne des décisions. Alors, tirer les conséquences quand on est élu, ça veut dire démissionner? Mais écoutez, quand on va, par exemple, on demande les voix
comment dire, de la population, de la communauté, d'être élus pour travailler, justement, on y va parce qu'on va porter justement la voix de ces communautés-là. À partir du moment où on ne porte pas cette voix-là, je pense que la seule possibilité, la seule honnêteté voudrait que peut-être qu'on se retire. Sinon, pourquoi est-ce qu'on est là? Donc vous demandez la démission du Conseil? Nous demandons que le Conseil, nous on va vraiment mollo, on n'est pas là pour demander le départ ou quoi que ce soit de quiconque. On est là parce que nous avons voulu qu'il y ait donc un comité, enfin une instance qui travaillerait parce qu'il y a des problèmes. Cette problématique-là, le Conseil l'a reconnue. Le Conseil a dit, bon voilà, c'est vrai, il y a cette problématique, il faut la traiter. Alors, on s'assoit à la table et puis on se rend compte qu'en fait, le Conseil joue plutôt au lieu de traiter vraiment la problématique qui nous amène. Alors, nous, on se pose des questions. Alors moi, je ne vais pas vous dire ici là que oui, ce n'est pas une question qui regarde quelqu'un. C'est-à-dire que je ne veux pas du tout que quelqu'un en particulier aille démissionner et tout, mais on se rend bien compte que malheureusement, il y a des choses qui se passent qui ne peuvent plus être acceptées, comme par exemple l'insulte qu'on a eue du directeur du Conseil. Et ça, c'est encore quelque chose qui nous reste là, et c'est très grave ce qui s'est dit. Et on se pose des questions, jusqu'où on va pouvoir, on digère encore ça et puis on va voir. Le directeur, lui, doit partir? Ben, le directeur, il doit voir. Déjà, il fallait qu'il y ait une vision. La vision n'était pas là. Et là, maintenant, quand on lui demande de pouvoir quand même l'aider et qu'il se dit que peut-être qu'il ne peut pas y arriver, eh bien, écoutez, ce n'est pas nous, ce n'est pas la FRAPP qui nomme le directeur, c'est plutôt le Conseil. Donc, il faudrait que ces instances-là puissent s'asseoir et qu'ils voient vraiment s'ils sont vraiment là pour la communauté et s'ils font du bon travail. Vous avez évoqué tout à l'heure des possibles moyens légaux. Est-ce que vous pouvez me dire exactement de quoi on parle? Oh, ben écoutez, pas que des moyens légaux. On a évoqué, on a dit qu'on continuait. On ne va pas s'arrêter là, même si le Conseil, lui, pense peut-être que maintenant que tout ça s'est dit, c'est fini, on va rentrer, ils ont nommé un directeur, et donc du coup, on va juste s'asseoir et puis applaudir. Il y a plusieurs moyens, plusieurs actions qu'on va mener. On peut amener la communauté à dire ce qu'ils pensent, y compris les manifestations. On peut très bien aller aussi voir au niveau légal. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas peut-être des politiques, à moins qu'ils les mettent en place. Mais même s'ils les mettent en place, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit appliqué, en fait. C'est ce qu'on veut, c'est qu'il y a des règles bien claires. Pas juste qu'on nous promette ou qu'on essaye de faire croire qu'on est peut-être, on a pris la situation en main. Donc, tant qu'il y aura quelque chose, la FRAPP n'est pas là pour revendiquer. La FRAPP est là pour que les choses marchent. Donc, tant qu'ils auront mis les choses en place et qu'ils marcheront, eh bien, la FRAPP sera là pour applaudir et pour soutenir. Mais pas encore. Mais pas encore, parce que ce qu'on voit, écoutez, comme je vous ai dit, on l'a depuis le début qu'on a commencé, on a nommé des gens, on a pris des gens, sur quels critères on ne sait même pas où on nomme des gens. Parce que quand on était, c'est ça qu'il faut comprendre, quand on était au comité ad hoc, quand on travaillait, on a demandé au conseil scolaire si ils avaient des règles déjà, une politique et tout. Ils ont dit non, en fait, ils n'en ont pas. Donc, ils nous ont dit, par exemple, au niveau de l'embauche, dans certaines écoles, les parents peuvent assister à l'embauche, au comité d'embauche. Dans d'autres écoles, non. Donc, il n'y a même pas une cohérence. Il n'y a rien qui est cohérent là dans d'autres écoles. On a appris quelque chose, par exemple, à Gabriel Roy. Il y a la directrice qui va être nommée et le président du conseil d'école va l'apprendre tout simplement. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans ce conseil. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des recrutements de personnes issues de l'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est très bien. C'est ça qu'on dit que nous, on est très contents tant que c'est ce qu'on a félicité. Moi, j'ai même personnellement félicité M. Guéladé, qui a été nommé directeur de l'école à la découverte, qui était donc au comité ad hoc. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas juste le coloriage qu'on veut. Donc peut-être que c'est ça que le conseil n'a pas compris. Peut-être qu'ils pensent que... Et puis aussi, ils ont embauché
ici, là, à la direction générale, ils ont embauché quelqu'un aussi qui est issu de l'immigration. Ça, c'est très bien. Mais simplement, ce que nous voulons quand même, c'est qu'on embauche sur quelle base. Il ne faut pas que ce soit juste soit les copains, soit quelqu'un. Il faut que ce soit clair quand on ne dit qu'on n'embauche pas parce que les gens ne sont pas compétents. Qu'on définisse d'abord ces compétences-là. Et qu'il y a aussi une possibilité pour ces gens-là d'avoir une évaluation, de savoir aussi pourquoi peut-être qu'ils n'ont pas été embauchés. Donc ça, nous, c'est sur ça qu'on travaille. C'est sur le fond. Ce n'est pas juste sur la forme. Même si on est très content de la forme. C'est quoi la prochaine étape? Justement, on s'approche vraiment de l'inclusion. Mais justement, c'est ça que j'essaye de vous dire ici à tous les journalistes, c'est que le conseil, eux, ils sont toujours en train de jouer. Ils se disent, bon, on a nommé les gens. J'avais même entendu, mais ça c'est une rumeur, on disait, ouais, ils ont dit que maintenant qu'ils ont nommé quelqu'un de noir à l'administration centrale, on espère qu'on va se calmer. Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est que, enfin, on est content pour les nominations, on applaudit. Mais ce qu'on veut, c'est les règles.